Alors, bonjour à tous, merci d'assister à cette présentation. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui concerne le maintien à domicile de nos aînés. Et avant de vous présenter plus en détail le projet Papy et Mamie Zen, j'aimerais vous présenter mon histoire, mon parcours, les problématiques que j'ai pu rencontrer et les solutions que je souhaite apporter. Alors, à la genèse de ce projet, il y a une grand-mère et sa petite fille, ma grand-mère et moi. D'aussi loin que je me souvienne, ma grand-mère, elle a toujours été présente dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, alors j'ai grandi à la campagne. Ma grand-mère, c'était quasiment ma voisine. Et on a passé plein de bons moments ensemble, de partage, de rire, d'échanges. On a conservé cette complicité avec le temps. Quand j'étais étudiante, je revenais encore le week-end pour pouvoir discuter avec elle. Et ça aurait pu me durer encore très longtemps, sauf que ma grand-mère a fait une mauvaise chute dans son jardin. Elle s'est cassé le col du fémur et elle a dû être hospitalisée. J'avais pu quitter son lit toute seule et encore moins retourner chez elle. Elle s'est vite rendue compte, et nous aussi, qu'elle ne pourrait plus jamais retourner à la maison. Et ça a été très dur pour elle, aussi bien physiquement que moralement. Et en l'espace de quelques mois, son état s'est délité et elle a fini par s'éteindre quelques mois après sa chute. En tant que famille, c'est très dur de faire face à cette situation parce qu'on ne sait pas vraiment comment réagir. On veut que la personne se sente le mieux possible et c'est très compliqué. Je garde de cette expérience un profond sentiment d'impuissance. Et je me suis dit qu'un jour, je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais j'aiderai les personnes âgées. Alors, j'ai été diplômée, j'ai fait mon premier travail, j'ai travaillé à l'école polytechnique, à l'incubateur, où j'ai accompagné des porteurs de projets à réaliser leur projet de vie, leur projet d'entreprise. C'était très enrichissant, j'ai fait plein de belles rencontres et j'ai discuté aussi de mon envie de faire un projet dans ce secteur. J'ai pu rencontrer des professionnels qui m'ont donné encore plus envie de me lancer, et au bout de 2 ans, c'était parti, je quittais Polytechnique pour pouvoir me lancer à mon tour. Alors, pourquoi c'était le moment ? Parce qu'on a de plus en plus de seniors en France, vous le savez peut-être déjà, on vit de plus en plus longtemps et la plupart d'entre nous, on souhaite rester, vieillir, finir notre vie à la maison. Alors, on vit de plus en plus longtemps et c'est une super nouvelle. Le problème, c'est qu'on ne vieillit pas tous de la même façon et certains d'entre nous vont être en perte d'autonomie, vont tomber malades, et si elles souhaitent rester à la maison, elles vont avoir besoin du soutien de leurs proches, de leur famille, de leurs amis, qui vont leur apporter une aide plus ponctuelle ou plus régulière. Ces personnes qu'on appelle les aidants, qui représentent quand même en 2019, représentaient une personne sur 6 en France. Avec le soutien des aidants, on a évidemment le soutien de professionnels, des aides à domicile, qui sont des professionnels dont on a de plus en plus besoin, mais il y en a de moins en moins, puisque c'est un métier qui attire de moins en moins aussi. Alors, comment ça se passe aujourd'hui, l'aide à domicile ? J'ai voulu vous présenter ce qui se passait à mon niveau local, puisque j'entreprends en Normandie dans l'Eure. Et dans l'Eure, comment ça se passe ? On a des structures d'aide à domicile, des franchises, des privés, des associations, beaucoup de multiservices qui vont proposer du jardinage à la garde d'enfants jusqu'à l'aide à la personne. Et on a très peu d'entreprises qui se spécialisent vraiment vers les personnes âgées, et encore moins, de ce que j'ai pu sonder sur le terrain, d'entreprises qui choisissent de donner des conditions de travail et un management différent à leurs employés. Alors, vous l'aurez compris, on a un enjeu de taille qui nous attend. On a de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de personnes en perte d'autonomie, qui veulent rester chez elles, qui ont besoin de leur famille, des aidants. Et ce que je ne vous ai pas expliqué plus tôt, c'est que les aidants ont tendance à s'oublier eux-mêmes. Et dans un cas sur 3, un aidant sur 3 meurt avant son aidé. Donc c'est un chiffre qui est assez dramatique, que j'ai pu constater sur le terrain, qui est malheureusement véridique. Et on a dans le même temps des aides à domicile dont on a de plus en plus besoin, mais on en a de moins en moins. Donc il y a un besoin urgent de revaloriser ce métier. Ah, pardon, excusez-moi. Avant de vous présenter la solution que j'ai pu apporter, parce que j'ai pu constater tous ces problèmes sur le papier et en ayant les différents témoignages de soignants, de personnes du terrain, et je me suis dit qu'il me manquait moi-même une propre expérience terrain. Donc j'ai suivi une formation d'1 an d'accompagnant éducatif et social qui m'ont permis de vraiment avoir une base théorique et de travailler dans différents environnements pour apporter des éléments de réponse à ces problématiques.
Donc j'ai pu travailler dans une structure qui accueillait des personnes âgées qui avaient des maladies neurodégénératives. J'ai travaillé aussi à domicile et j'ai travaillé dans des résidences autonomie. Alors toutes ces rencontres, tous ces professionnels et ces familles qui ont permis de donner des premiers éléments de réponse aux problématiques que je vous ai soumises. Alors, les solutions que j'apporte sont sous la forme de papier Mamisen. Pour les personnes âgées, aller au-delà, proposer toujours bien sûr de l'aide à la personne, mais aller au-delà des besoins vitaux pour prendre en compte l'épanouissement, le bien-être et le caractère individuel de chaque accompagnement, de permettre de personnaliser l'accompagnement et d'inclure la personne dans son accompagnement. Ensuite, pour les aidants, leur permettre de prendre du temps pour eux en prenant en charge plusieurs heures leurs proches pour qu'ils puissent continuer à avoir du lien social, continuer à assurer leurs rendez-vous, leur métier, pour pouvoir avoir toujours une vie à côté qui est indispensable pour qu'ils puissent tenir dans la durée. Ensuite, leur donner des clés sur la maladie de leurs proches, leur permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe et comment aménager au mieux leur quotidien et celui de leurs aidés, et les mettre en lien avec les acteurs locaux et nationaux qui peuvent exister. Enfin, pour les aides à domicile, pour prendre soin de ceux qui prennent soin, envisager le management autrement avec une méthode qui s'appelle la méthode Burzorg, qui nous vient des Pays-Bas, qui est encore embryonnaire en France et dont je vais vous présenter les tenants aboutissants un petit peu plus tard. Alors, pour les personnes âgées, comme je vous l'ai expliqué, aller au-delà des besoins vitaux et inclure la personne dans son accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Paulette, 75 ans, qui a la DMLA, qui ne voit donc plus très bien, elle a besoin d'aide pour préparer ses repas, pour tout au quotidien, et son auxiliaire de vie va lui proposer d'élaborer les menus ensemble, mais aussi de cuisiner ensemble. Elle va être les yeux de Paulette pour l'aider à cuisiner, et de là la laisser être toujours actrice de son quotidien. Ensuite, deuxième exemple, on a Roger, 80 ans, qui était un ancien écrivain, qui commence à avoir des pertes de mémoire immédiates et qui a été diagnostiqué Alzheimer. Pour redonner confiance à Roger, son auxiliaire de vie va lui proposer de faire ensemble son autobiographie qu'il pourra ensuite lire à sa famille pour pouvoir partager une autre facette de son histoire. Ça, c'est un exemple réel de mon propre vécu que j'ai choisi de vous partager, qui a eu d'excellents retours puisque la famille était très émue et la personne qui a rédigé son autobiographie était aussi très fière d'elle. De répit, comme je vous l'ai expliqué, il y a de plus en plus d'aidants et ces personnes, dans un peu moins d'un cas sur deux, elles ont toujours une vie professionnelle, elles ont aussi des enfants plus ou moins jeunes qui ont toujours besoin d'elles. Donc conjuguer tout ça en même temps, ça peut être très compliqué, elles sont très isolées. Donc on leur permet de prendre du temps pour elles, on les accompagne, on les aide à aménager le quotidien pour que ce soit le mieux possible pour elles et pour leurs proches. Et on les met en réseau avec les acteurs du terrain. Parce que je me suis aussi rendu compte que les personnes aidantes ne sont pas toujours au courant de tous les dispositifs qui peuvent exister autour d'elles pour les aider. Ensuite, une façon différente de manager. Alors avant de vous présenter la différence, je vais vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Les responsables de secteur, aujourd'hui, elles font tout ce qui est administratif, suivi client, mais pas seulement, elles gèrent aussi tous les problèmes que les auxiliaires de vie peuvent rencontrer au quotidien. Les auxiliaires de vie, dès qu'elles ont un problème, elles appellent tout de suite la responsable de secteur pour le résoudre. Et en fait, c'est un automatisme, c'est un process, et tout ça, ça prend beaucoup de temps à la responsable de secteur qui est débordée d'appels, qui n'a pas le temps de traiter tout de suite, ou qui essaye de faire ça de manière très schématisée, processée. Ce qui fait que l'auxiliaire de vie, elle n'a pas toujours de retour tout de suite. Alors, et qu'elle aimerait bien monter en compétences. Alors, la méthode Burzorg, c'est quoi ? C'est permettre aux auxiliaires de vie, de permettre aux responsables de secteur de déléguer un peu de ces tâches aux auxiliaires de vie, de pouvoir monter en compétences sur d'autres sujets comme la planification, le recrutement d'autres auxiliaires de vie, plus les impliquer dans la vie du service et aussi leur permettre de travailler en sectorisé par petites équipes.
En ayant discuté avec des professionnels qui suivent cette méthode aujourd'hui, il y a de très bons retours aujourd'hui, je pourrais vous en parler un petit peu plus tard. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Ma structure, elle est créée. Je suis dans les process administratifs pour avoir le droit d'exercer, puisque c'est un domaine protégé qui nécessite l'aval du département pour lancer mon activité. Je pourrais la lancer d'ici le mois de mars et je compte embaucher 2 à 3 personnes pour la première année, ma première petite équipe autonome. Que je pourrais ensuite dupliquer ce système-là au niveau départemental, régional et national. Mon business model, je me situe dans la fourchette haute de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché parce qu'il n'y a que comme ça que je pourrais former mes salariés, bien les équiper et pouvoir leur donner des meilleures conditions de salaire. Les moyens mis en œuvre, j'ai un petit bureau aujourd'hui dans mon centre-ville avec quelques matériels de stimulation et je vais embaucher 2 à 3 personnes pour la première année. Mes projections financières, très rapidement, j'aurai 300 000 euros d'ici 3 ans. C'est des projections qui ont été faites avec un expert comptable. Je suis rentable dès la première année. Et pourquoi je candidate aujourd'hui? Et je finirai là-dessus. Parce que j'ai accompagné des projets, mais ça ne veut pas dire que je sais tout. J'ai besoin moi aussi de retour, d'un mentor, d'avoir des experts métiers qui peuvent aussi me donner leur avis et m'aider à avancer sur mon projet. Et j'aimerais faire partie d'une communauté d'entrepreneurs qui a la même envie que moi de faire avancer un peu notre société. Enfin, pour vous expliquer ce que je voudrais faire avec une bourse de 2 000 euros, j'aimerais bien équiper mes auxiliaires avec tout ce qui est téléphone, tablette, un ensemble de jeux qu'elles pourront ensuite proposer à nos bénéficiaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous écoute pour vos questions.